Nous sommes engagés publics. Bienvenue aux engagés publics. Cette semaine, on a un épisode de groupe, un panel de discussion. On est en compagnie de Ronnie Al-Nazir. Salut Ronnie. Salut Denis. Nous sommes aussi en compagnie de Marie-Christine Lamontagne. Salut Marie-Christine. Salut Denis. Et nous sommes en compagnie de Jérémy Lepage. Salut Jérémy. Bonjour Denis. Et en compagnie de Farnel Morissette, directement de Londres. Salut Farnel. Salut Denis, salut tout le monde. Donc oui, un épisode régulier avec toute l'équipe. On a des anciens, des anciens staffs de différents partis. Vous connaissez peut-être pas Ronnie Al-Nazir. Ronnie, on est heureux de te retrouver. Ronnie qui travaillait sur la colline parlementaire, il y a même pas quelques semaines. Puis là, maintenant, tu as pu revenir parmi nous. Ronnie, on est vraiment content de te retrouver. Très heureux d'être ici, merci beaucoup. Cette semaine, on a aussi un spécial, c'est la fête des engagés publics. Imaginez-vous donc, ça fait aujourd'hui même, la journée de la sortie de cet épisode, ça fait exactement 6 ans que les engagés publics existent, imaginez. C'est quand même impressionnant, c'est beaucoup de persévérance pour faire des épisodes semaine après semaine. Je vous remercie beaucoup d'ailleurs, premièrement, vous tous là, qui êtes autour de la table virtuelle ce soir pour encore une fois un autre épisode. Moi, je trouve ça phénoménal que semaine après semaine, depuis 6 ans, des gens prennent la peine de se réunir pour discuter simplement comme ça. Puis on le sait, hein, les engagés publics, il n'y a pas de modèle d'affaires. Des fois, on a des petites commandites. D'ailleurs, je vais vous en reparler de cet aspect-là, chers auditeurs, mais on a des fois des petites commandites, tout ça, mais il n'y a pas de modèle d'affaires. C'est vraiment des passionnés qui se réunissent pour échanger sur leur passion, sur leur engagement social. Donc, je trouve ça épatant. Écoutez, puis vous aussi à la maison, merci d'être à l'écoute depuis 6 ans. C'est quand même étonnant, je le sais, épatant, étonnant aussi. Une si longue longévité pour un balado qui traite de politique. Expliquez-nous, écrivez-nous dans les commentaires pourquoi vous écoutez les engagés publics. Qu'est-ce que vous aimez? Puis, ça va nous faire plaisir. C'est le fun de recevoir vos commentaires. Autre chose, prenez le temps de nous mettre des commentaires aussi, des évaluations, oui, des commentaires, mais des évaluations 5 étoiles, Apple Podcast, des petits pouces sur YouTube et compagnie. Abonnez-vous à nos différentes plateformes. C'est ce qui nous encourage le plus à travers ces 6 années-là. C'est comme ça que nous, ça rend palpable là, votre support puis votre présence à nous écouter. Donc, vous connaissez la formule. Quand on est dans un groupe comme ça, ce qu'on fait, c'est qu'on a différentes thématiques qui sont proposées par nos chroniqueurs, par nos panélistes. Donc, ce soir, on va commencer avec Farnel Morissette. Aujourd'hui, Farnel nous parle de la prochaine pandémie et il nous le demande si cette prochaine pandémie arrivait par la nourriture. On t'écoute, Farnel. Je veux dire, tu t'amènes très bien le sujet. Je me dis, une des choses qu'on a réalisées, qui était évidente pendant la pandémie, c'est qu'on ne peut pas se fier à nos chaînes d'approvisionnement, surtout les chaînes d'approvisionnement internationales, quand il y a quelque chose quand il y a une pandémie mondiale. Alors, heureusement, cette pandémie-ci, la seule qu'on a vécue, elle était essentiellement dans nos poumons. On n'importe pas des poumons d'ailleurs, alors ça a été possible de continuer à importer de la nourriture, donc continuer à manger. Mais si la prochaine crise quelconque, si elle est dans la bouffe, si elle est dans le blé, si elle est dans les grains, on en a tous besoin. Au Québec, au Canada, on importe beaucoup plus que ce qu'on produit. Est-ce qu'on devrait s'inquiéter? Et puis là, je sais, quand je dis ça, les gens ils trouvent que c'est ça, je fais survivaliste, puis on a l'instinct de ricaner un peu, de s'en moquer, mais la réalité historique, c'est qu'on a passé pas mal plus de temps en tant qu'espèce à avoir des réserves stratégiques de nourriture que de ne pas en avoir, et on n'en a pas présentement. Est-ce que c'est quelque chose qui devrait nous inquiéter parmi toutes les autres choses qui devraient nous inquiéter? Ça nous a frappé assez fort lorsque, justement, de voir à quel point on n'était peut-être pas prêt pour un si long moment que ça, hein, lors de la dernière pandémie. Je vais passer la parole directement
à notre nouveau qui est de retour. Ronnie, qu'est-ce que ça t'a inspiré, cette thématique-là proposée par Farnell? Excellente question. Honnêtement, je pense que, en fait, on voit l'évolution des technologies. On parle de nourriture en laboratoire, on parle de recherche et développement. On parle aussi de lutter contre des agents infectieux parce que si la nourriture elle est infectée, est-ce qu'il y aurait moyen d'aseptiser les êtres humains, de nous rendre invulnérables à ce qui infecterait notre nourriture pour qu'on puisse continuer à consommer la nourriture, ou est-ce qu'il faudrait au contraire produire de la nourriture qui est à l'abri de cette infection-là ou se préparer en amont? Parce que on se rappelle que Bill Gates a fait, par exemple, un TED Talk il y a genre 6-7 ans qui disait la prochaine pandémie s'en vient. Et là, quand la pandémie a éclaté, ben on se rappelle qu'on a vu ses clips circuler sur Internet, tout ça. Donc, est-ce qu'on s'en tient, est-ce qu'on s'en remet aux riches, aux corporations? Est-ce que c'est dans les municipalités qu'on doit développer cette préparation-là? Est-ce que c'est plus au niveau local ou mondial qu'on doit se préparer? Est-ce que ça prend de la coordination? Donc, je lance le débat comme ça, je vais revenir, mais je pense que je lance un peu ces questions-là là, pour alimenter la discussion. Merci d'avoir cassé la glace. Moi, ce que je me demande, Farnell, c'est pourquoi tu nous as amené ce sujet-là à ce moment-ci? Je pense que c'est toujours pertinent. Je dirais, si on se limite juste à parler des choses d'actualité quand elles sont d'actualité, il y a des choses qui vont jamais être d'actualité jusqu'à ce qu'elles le soient, puis là, c'est trop tard. Alors, tu sais, ça coïncide, ça fait à peu près 2 ans que la fin de l'état d'urgence officiel sur la COVID a été décrétée, mais ça reste que, je veux dire, moi, j'y pense souvent, là. Et puis, je me demande si, justement, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on pourrait être prêt? Est-ce que ça vaut la peine? Et puis, comment? Moi, alors, c'est ça, il n'y a rien qui se passe dans le monde, là, mais attendons pas qu'on ait une crise pour se préparer. Donc, ce qui est important dans un moment comme celui-là, ben, c'est nos alliés naturels, c'est les collaborations que l'on s'est fait. Puis je pense que Marie-Christine, c'est un peu dans ce sens-là que toi, tu t'envisageais le dossier. Tu regardais ça sous l'angle des échanges, justement, puis de l'importance, justement, des collaborations internationales dans un dossier comme celui-là. Ben oui, tout à fait. Le libre-échange a été pendant très longtemps un dogme qu'on ne pouvait pas remettre en question. Puis là, comme Farnell le mettait en ouverture, on a vu que les chaînes d'approvisionnement étaient très fragiles. Donc, ça remet certains dictats en question. Et là, avec Donald Trump notamment, il y a eu une ère de nationalisme économique, mais pas uniquement aux États-Unis, hein, un peu partout. Les nations se replient un peu sur eux-mêmes pour d'abord se favoriser eux-mêmes. Et à certains égards, on s'en va vers là, ce qui veut dire des nouveaux paradigmes. On va devoir reconsidérer en matière de souveraineté alimentaire notamment, est-ce qu'on veut se fier uniquement sur le libre-échange? Et là, bien sûr, tout est une question d'équilibre. Il faut pas dire le libre-échange, c'est pas bon. Ça permet la coopération internationale, ça permet l'entraide, toutes des choses positives. Mais quand vient le temps de s'alimenter, même de point de vue environnemental, c'est mieux de s'alimenter à proximité, idéalement des aliments qui sont bio, qui sont locaux, qui n'ont pas voyagé des centaines, voire des milliers de kilomètres pour se rendre dans notre assiette. Donc, ça remet plusieurs questions de l'avant, notamment dans nos villes, est-ce qu'on devrait avoir plus d'arbres fruitiers? Il y aurait certainement plus de gestion parce que les fruits qui tombent devraient être ramassés. Mais ça pourrait être intéressant là, de concevoir ça comme l'agriculture urbaine aussi, là. Est-ce que c'est réaliste de penser qu'on pourrait être autonome au point de vue alimentaire, par exemple au Québec? Ben, moi, je pense que c'est un idéal qu'il faut atteindre, puis que je pense qu'il faut, si on se rend pas là, on doit au moins tendre vers pour s'y approcher. Farnell, je voyais que tu avais le doigt levé. C'est une question qui t'interpelle? Ben, c'est que j'ai déjà fait le calcul. Je l'ai fait, tu sais, c'était pas un calcul extrêmement scientifique, mais je l'ai fait pour mon propre bien, puis j'ai fait un vidéo là-dessus. En théorie, on peut l'être. On a la capacité de produire plus de calories que ce qu'on consomme. Si on imagine 2200 calories par personne par jour pour 8 millions de personnes, on produit plus que ça. Le problème, c'est que pour produire ça, il faut qu'on passe à avoir des chaînes alimentaires qui passent à travers plein d'étapes. Si on était pour réorienter nos chaînes d'alimentation pour qu'on aille un cycle ou un cercle théoriquement fermé ou fermable, oui, c'est entièrement raisonnable de se dire qu'on pourrait le faire. On produit assez de grains, de légumineuses, de légumes Au Québec? Au Québec pour nourrir le Québec, mais il faut assez drastiquement réorganiser la façon qu'on le fait.
Jérémy, de ton côté, tu nous parlais de tu soulignais, toi, les choix de société, les choix que l'on fait. Oui, parce que en fait, moi, sans m'en rendre compte, Denis, mon cerveau il est programmé de par mes études en économie pour réfléchir en fonction des choix, parce que l'économie, c'est la science des choix à la base intrinsèquement. C'est pour ça que, premièrement, entre parenthèses, c'était pas pour rire de Farnell quand je disais Farnell le survivaliste. Non, mais c'est C'est quand au même contraire drôle. parce que c'est super intéressant comme question, mais que ça sonne malheureusement un peu survivaliste, cette question-là, alors que c'est super pertinent parce que oui, pendant la pandémie, la pandémie a mis un peu en lumière en économie, on appelle ça le trade-off, cette espèce d'arbitrage-là entre deux choix qu'on fait, entre peut-être plus de sécurité, mais qui coûte plus cher. La sécurité, ça a un coût. La sécurité alimentaire, la sécurité en termes de soins de santé, de matériel de santé, ça a un coût. Ou des choix plus économiques, plus productifs, en guillemets, dans lesquels on est plus dépendant d'une espèce de chaîne d'approvisionnement à l'international, puis une forme d'interdépendance entre les différentes nations, les différents pays. Donc, bref, c'est vraiment un choix. On peut faire le choix d'être plus sécuritaire, mais ça coûte plus cher parce qu'on n'a pas nécessairement cet avantage comparatif-là dans chacun des domaines, mais c'est un choix de société. Si nous, au Québec, Denis, on a fait le choix de société d'avoir notre indépendance énergétique avec Hydro-Québec, rendu là, on peut faire n'importe quel autre choix comme ça. Si on veut être plus indépendant d'un point de vue alimentaire, d'un point de vue matériel ou n'importe quel matériel au niveau de la santé, on peut le faire, mais il faut juste pas oublier que ça vient avec un coût, parce que c'est pas un hasard si en ce moment, on est plus dépendant des autres nations dans le monde, c'est parce qu'en général, c'est économiquement plus efficace. C'est pour ça. Est-ce qu'à ce moment-là, il n'y a pas des compromis qu'on devra faire? Je pourrais plus avoir mes sushis, moi, là. Ça dépend. On parle de sacrifice. Puis là, quand je dis ça, les gens s'imaginent, on mangera plus de sushi, puis on va. 80% de la production agricole au Québec présentement va à nourrir du bœuf puis des porcs. C'est sérieux? 80? Oui, 80% de la production de ce qui sort de nos champs, là, ça va nourrir des vaches puis des cochons. Je veux dire, mettons, là, sans être obligé de faire de sacrifices quelconques, on instaure une loi qui dit, OK, ben toute cette production-là, il faut qu'on les garde en silo pendant 1 an avant qu'on puisse la vendre. Comme ça, si jamais quelque chose pogne, on va avoir 1 an de réserve. Et tout ce qu'une vache peut manger, tout ce qu'un porc peut manger, un humain peut le manger. Alors, on n'est pas obligé de faire d'énormes sacrifices. Là. On pourrait juste faire une structure additionnelle où on remplit avec nos surplus petit à petit jusqu'à ce qu'on ait constamment un roulement d'1 an de grains qui sont gardés dans des silos municipaux à travers le Québec. Puis, si jamais ça pogne, ben là, on va être correct. Il y a Marie-Christine qui voulait nous parler. Ah, puis ça, écoutez, là, ça, c'est pour moi. Probablement qu'on n'aura pas trop de misère à faire, à déclencher un peu plus les passions pour un sujet comme celui-là. Marie-Christine veut nous parler de la crise interne à Québec solidaire. Puis, crise interne qui tombe juste avant un conseil national qui risque d'être fascinant. Donc, le 23, 24 et 25 mai à Jonquière, ça va être le Conseil national de Québec solidaire. On dit-tu Conseil national? Je pense que oui. J'aimerais être une toute petite souris pour pouvoir me glisser dans ce Conseil national-là. En fait, j'ai pas besoin d'être une souris. On pourrait simplement y aller avec une carte média. Malheureusement, j'ai pas le temps. J'aimerais que... Vas-tu être là, Marie? Vas-y, raconte-nous un peu ton sujet. Non, je serai pas là. Malheureusement, je fête mes 30 ans avec ma famille. Oui, ma fête est en février, mais tu sais, la théorie de la fête moyenne, ben c'est fin mai qu'on fête ma fête. Donc non, je serai pas là, mais il a là que ça ne doit pas être agréable d'être dans les chaussures de certains de Québec solidaire. Et ça brasse beaucoup. Et en fait, il y a beaucoup de personnification dans tout ça. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Puis c'est pour ça que je voulais en parler, parce que je trouve qu'on fait des procès de personnalité plutôt que d'aller à la structure du problème qui me semble plus intéressant. Puis c'est pour ça que je me suis dit, ben tiens, je vais vous parler de Tuius Detritus, qui est dans Astérix et Obélix. En fait, c'est dans l'album La Zizanie. Tuius est convoqué par Jules César qui veut dissoudre l'amitié des Gaulois afin de les conquérir. Et donc, son entreprise réussit super bien. Il propage la discorde partout derrière lui. Il dit qu'il va déposer au pied de l'homme le plus important un cadeau et il va au pied d'Astérix et non au pied d'Abracoursix, le chef. Et là, on peut voir un peu les conflits d'ego qui embarquent. Et bon, il fait toutes sortes d'autres choses et ça sème la zizanie dans les rangs gaulois, ça dissout leur solidarité.
Et tout ça pour vous parler de la stratégie politique du détritus, bien connu dans les rangs du staff politique et des apparatchiks. Mais le détritus, c'est de semer la zizanie dans les rangs adverses pour qu'ils se dissoudent d'eux-mêmes. Et à plusieurs égards, j'ai l'impression qu'il y a une partie de la problématique en ce moment qui relève de ça. Qu'on pense à Catherine Dorion quand elle était là, elle faisait de l'attention médiatique. Les commentateurs l'opposaient souvent à GND, parlaient qu'il ne devait pas être content, qu'il devait avoir des conflits d'ego. Beaucoup d'adversaires essayaient de jouer cette carte-là. Avec Émilie, elle venait d'être élue et déjà, on jouait la carte de « elle va gagner moins cher, elle va être dans l'ombre de GND ». Donc, quand même, il y a une part de l'enjeu que j'ai l'impression que c'est que Québec solidaire s'est fait piéger dans une stratégie de détritus. Ça n'impacte pas le reste. Il y a des enjeux internes, notamment le fait que Québec solidaire est un parti anti-système qui doit se conformer au modèle uninominal à un tour, qui est notre système politique. Et ça, c'est problématique parce que lorsqu'on veut changer le système, qu'on n'a pas le choix de s'y conformer si on veut avancer, bien, il y a une espèce de paradoxe qui est difficile de réconcilier et Québec solidaire est confronté à ça en ce moment avec le ralentissement de son développement. Qu'est-ce qui se passe? Et là, bien sûr, je ne serais pas vraiment MC si je parlais pas de la crise de la démocratie. Québec solidaire se revendique un parti plus démocratique. Ça a des lourdes implications. Il faut répondre à ces impératifs démocratiques-là, mais on est dans un contexte où la politique va vite. On n'a pas le choix de répondre. On n'a pas le choix d'avoir un leader qui tranche les questions, qui nous montre une vision. Et on pense juste au sondage léger de Jean-Marc. On parlait du parti de Québec solidaire de Gabriel Nadeau-Dubois. Marie, tu as beaucoup d'éléments. Laisse-nous réagir sur quelques-uns. On va t'écouter pour la suite. Je trouve ça super intéressant. Moi, la question que j'ai envie de lancer au groupe, parce que là, moi, ce qui me frappe dans ce que tu viens de nous présenter, c'est comme une déresponsabilisation, comme si les questions étaient des attaques externes de détritus plutôt que des réels points que Québec solidaire aurait à corriger. Puis moi, j'aimerais entendre les autres sur cet aspect-là. Ma deuxième question pour les autres, c'est si on embarque dans la théorie de Marie, qui est détritus? Là, c'est sûr que moi aussi, j'ai pensé... Et puis là, le terme est terrible. Bon, on va changer de terme parce que c'est quasiment insultant, mais qui est le créateur externe de Zizanie? Moi, j'ai sûr, quand t'écoutais, dès le départ, j'ai pensé aussi à Catherine Dorion. Mais les belles-mères à QS, elles sont où? Jay, je te vois jouer du crayon. T'as le goût d'intervenir. On t'écoute. J'ai le goût, Denis. J'ai le goût parce que oui, là, Marie-Christine nous sort une grosse histoire d'Astérix et Obélix et Détritus, je sais pas quoi. Qui est savoureuse, ça, puis elle a fait attention à ce qu'elle a dit. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais elle a dit il y a une part de responsabilité, peut-être oui, de Québec solidaire, mais aussi de. Moi, j'adhère pas à ça. J'adhère pas à ça, Denis, Marie-Christine. Pourquoi? Parce que, à mon sens, si Québec solidaire va mal en ce moment, c'est en grande majorité, en grande partie, à cause de Québec solidaire. C'est pas un hasard si Gabriel Nadeau-Dubois, il s'est fait renvoyer dans ses shorts dans le livre de Catherine Dorion. C'est pas un hasard si Émilie Lessard-Terrien est partie. C'est pas un hasard si je pense qu'il y a 2 autres personnes dans les hauts placés de Québec solidaire qui sont partis. Puis c'est pas un hasard si en ce moment, Québec solidaire, je pense, dans le dernier sondage léger, ont perdu 4 points. Encore aujourd'hui, si je peux me permettre, Jay, encore aujourd'hui, il y a eu un sondage Québécois, machin truc. Puis Québec solidaire continue sa chute, là, encore 2 points de moins. Poursuis. Ouais. Fait que tout ça pour dire que peut-être, oui, à hauteur d'une propension de peut-être 1, 2, 3%, on pourrait y attribuer une espèce de « Ah, ils sont tombés dans le piège, ils se sont fait avoir », mais je pense que la grande part de responsabilité, doit revenir à Québec solidaire. Ils sont, on en a parlé avec Farnell, notamment dans le dernier engagé public, dans un espèce de conflit où ils doivent décider s'ils veulent plus s'acclimater, puis on va dire se rapprocher du centre pour espérer être un parti de gouvernement ou respecter leur idéologie, puis faire en sorte que, en fonction de nos idéaux, on va essayer de prendre le pouvoir. Puis là, ben, ça amène un gros conflit de valeurs à l'interne de Québec solidaire. C'est super intéressant, mais je pense que pour un peu contrer un peu ce que Marie-Christine vient de dire. Je pense que c'est surtout Québec solidaire qui sont à blâmer pour ça. C'est très intéressant. Là, il y a eu, après ça, une lettre ouverte par 40 membres de Québec solidaire, qu'il y en a 80 qui les ont relancés avec une lettre qui disait l'inverse. Farnell, ton point de vue, toi?
Fernel, d'ailleurs, qui a été un devin lors du dernier épisode. Je m'excuse de te couper immédiatement, Fernel, mais faut quand même le souligner. Je veux dire, c'est toi qui avais amené le sujet, un peu comme aujourd'hui, tout le monde amène son sujet. Tu avais amené le sujet, tu nous avais amené là-dessus, puis tu avais eu quelques propos qui étaient finalement des propos qui ont été caractérisés comme étant des propos de devin par certains. Ben, devin. Je pense que n'importe qui s'intéresse honnêtement et de bonne foi au présent va rarement ou plus rarement être surpris par l'avenir. Mais moi, je vous dirais ma réaction à ça. C'est moi, je sais que c'est moi qui ai apporté le sujet de la prochaine pandémie et de l'apocalypse, mais je vous trouve négatif. Moi, regardez ce qui se passe présentement à Québec solidaire de l'extérieur. Je vois pas ça comme une crise, je vois pas ça comme quelque chose d'excessivement négatif. Québec solidaire est à une croisée du chemin. Parce qu'il y a deux visions différentes qui ont longtemps grandi au sein du parti. Une vision que j'ai souvent mal caractérisée comme étant, disons, une vision d'Overton, qu'il y a des gens qui m'ont contacté en me disant que je faisais peut-être mal ça, que c'était plutôt voir l'aile parlementaire de Québec solidaire comme un aile parlementaire seulement d'un mouvement social qui dépasse l'Assemblée nationale et l'autre faction qui voit plutôt que l'objectif de Québec solidaire, ça devrait être de former un gouvernement pour travailler à l'intérieur. La structure de Québec solidaire, présentement, c'est une structure qui n'a pas de chef, mais qui essaie de fonctionner dans une réalité culturelle, sociale, politique, où les gens s'attendent à avoir un chef. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver à la prochaine campagne, à la prochaine grande rencontre de Québec solidaire, mais j'ai l'impression que d'où vient ce qui se passe, ça vient largement probablement du clan de Gabriel Nadeau-Dubois, qui parfaitement légitimement propose une idée différente pour son parti. Je pense que là où il y a peut-être une incompatibilité, c'est entre son rôle de porte-parole, où il n'est pas supposé parler en son propre nom, il est supposé parler au nom du parti, et la position qu'il a prise où il a dit « Je crois que Québec solidaire devrait être un parti de gouvernement ». Ça, c'est pas compatible avec un rôle de porte-parole, c'est beaucoup plus compatible avec un candidat à la chefferie ou un chef. J'ai l'impression que c'est ça qui va se jouer beaucoup à la prochaine rencontre de Québec solidaire, quitte à peut-être même voir Gabriel Nadeau-Dubois miser le tout, démissionner en tant que porte-parole pour proposer une structure qui va se rapprocher à un chef et se mettre à cette position-là. Je pense qu'il sait que c'est lui qui commande l'attention médiatique, il sait que c'est lui qui commande beaucoup de la popularité de Québec solidaire. Il serait bien positionné pour faire ce pari-là et puis voir comment les militants vont réagir. Peut-être que ça aura été ton prochain tour de magie, j'ai hâte de voir si l'avenir va venir confirmer ça. Ronnie, on serait rendu à toi je serais curieux de t'entendre. Ouais, ben moi je suis pas mal d'accord avec Farnell dans le sens que c'est pas tant une catastrophe parce qu'en fait, on fait juste avoir un débat à Québec solidaire qui était dû. Dans le fond, ça fait longtemps qu'ils auraient dû avoir ce débat-là, à savoir, ça fait quoi? Ça fait 18 ans que Québec solidaire existe, 2006, si je ne me trompe pas, l'année de fondation. C'est un parti qui a fait beaucoup de chemin au niveau de l'opposition, de mettre de l'avant des idées. Ils ont eu des grandes figures, Françoise David, Amir Kadir, Manon Massé, maintenant Gabriel Nadeau-Dubois, mais je pense que M. Nadeau-Dubois a une conviction profonde que pour changer les choses, parce qu'il l'a fait à l'externe, il a été un militant pour les droits des étudiants. Là, il est rentré dans la machine, puis il voit les limites. Donc, comme Farnell dit, je pense qu'il m'écarte sur ça, puis il se dit, écoutez, moi, je pense que si on veut prendre le pouvoir, si on veut changer la société, façonner une société comme Québec solidaire la veut, il faut qu'on tende vers le pouvoir et ça peut aller aussi vite ça peut être aussi simple que de ne pas vilifier n'importe quelle personne qui ne pense pas comme toi. On a souvent reproché à Québec solidaire d'être très, très dogmatique et de condamner tous les gens qui ne pensent pas comme eux. Donc, je pense que c'est une conversation qui est vraiment, vraiment intéressante. On le voit, par exemple, avec le NPD à Ottawa qui se cherche en ce moment parce que, oui, ils soutiennent le gouvernement au pouvoir, ils réussissent à obtenir des avancées, mais en même temps, ils se font manger la laine sur le dos et ils se sont fait un peu doubler par la gauche, par le gouvernement libéral. Donc, en ce moment, M. Singh se cherche, il se demande est-ce que je dois devenir un parti plus syndicaliste, plus travailleur, plus de contestation ou continuer de prendre cette position-là, de collaborer avec un gouvernement et de faire avancer des politiques qui vont au final avoir un impact sur la société. Donc, c'est correct si QS veut rester un parti de contestation, un mouvement social
comme Farnell l'a dit, avec une aile parlementaire. Mais si on veut tendre vers un gouvernement solidaire un jour, il faut peut-être repenser à comment on fait les choses pour arriver éventuellement à cet objectif-là. Marie, est-ce que le modèle de chef, de porte-parole est dépassé ou est-ce que Gabriel Nadeau-Dubois, selon toi, a cet objectif-là de forcer la main pour aller vers un modèle de chef plutôt que de porte-parole? Écoutez, là, moi, ce que je veux attirer votre attention, c'est que là, il y a du monde qui dépeigne Gabriel Nadeau-Dubois comme un misogyne, OK? Un misogyne, là, quand même. On pourrait nommer des figures politiques en ce moment qui sont pas mal moins féministes et qui n'ont pas cette accolade-là. Et c'est là-dessus que je voulais aller sur le détritus. Il y a une maxime en droit qui dit « Nul ne peut plaider sa propre turpitude », OK? Donc, ça n'exclut pas les débats de fond, ça n'exclut pas les enjeux qui existaient avant. Moi, ce que je dis, c'est qu'on n'a pas été capable de régler ces problèmes-là, de passer par-dessus à cause de la stratégie du détritus qui prend le temps à s'installer. Là. C'est dans les années, jour après jour, semaine après semaine, de controverses. Tu crées des fossés entre les individus, tu les éloignes et ça empêche de régler les conflits personnels pour pouvoir aller de l'avant. Émilise était dans la lignée de Catherine Dorion. Catherine Dorion n'a pas fait le détritus, mais ce que je dis, c'est que de 2018 à 2022, les deux personnalités fortes qui étaient des atouts pour Québec solidaire, que sont Gabriel et Catherine, ont été un peu montés l'un contre l'autre. Et ça n'efface absolument pas les autres enjeux, mais il y a de ça, et je n'ai vu personne le nommer, et peut-être que c'est quelque chose qu'on doit prendre en considération à gauche, parce que la gauche a tendance à se manger la queue, et c'est souvent des conflits de personnalité et une stratégie politique. Est-ce que tu pointes quelque chose de réel, concret et conscient selon toi, ou c'est que là, un effet qui se serait insidieusement installé? Parce que là, moi, je trouve ça fascinant ce que tu nous dis. Si effectivement, il y aurait des forces conscientes et identifiables qui travailleraient dans ce sens-là, serais-tu en mesure de nous les pointer? Écoutez, je dirais ni oui ni non, bien au contraire, en ce sens que c'est souvent à la fois conscient et à la fois inconscient. La stratégie du détritus, c'est connu dans les rangs des apparatchiks, là, c'est quelque chose qu'on connaît, de semer la discorde dans les rangs adverses. Donc, il y a des acteurs comme Jean-François Lisée, très habiles, qui vont faire des textes, qui vont peser sur des boutons, gratter sur des boutons. Donc, ça peut être conscient. Il y en a d'autres que c'est inconscient, mais qui essaient de dire, vous êtes des vous devriez te fâcher contre lui. En tout cas, bref, il y a un peu des deux. Mais moi, je pense que ça a joué et que ça joue beaucoup et qu'effectivement, il y a du monde qui réfléchisse à la politique pour essayer de dissoudre la solidarité dans les rangs adverses. Écoute, pour ce qui est de la crédibilité de Jean-François Lisée à QS, on pourrait en parler. Moi, j'ai un certain doute. Là, Jay, je te vois, tu es en train de... Tu te contiens depuis tantôt. Vas-y, on t'écoute. Ouais, mais je trouve ça très intéressant. J'allais dire, j'ai deux choses, j'en aurais peut-être trois, mais je vais rester sur les deux choses que je voulais dire. Je t'ai vu prendre des notes, là. Sors-nous tes points. Ouais. Ben, en fait, c'est ça. Je suis pas 100% d'accord avec Farnell dans la mesure où moi, je suis pas si sûr que ça que Gabriel Nadeau-Dubois est si bien placé que ça dans ce parti-là. Parce que ce que Farnell suggérait, c'est qu'il pourrait peut-être, dans le fond, démissionner son poste de porte-parole, proposer une chefferie, devenir chef. Cette structure-là plus traditionnelle, on va dire. Moi, je suis pas mal sûr que s'il démissionne, premièrement, il sera jamais capable de se refaire. Là, il commence à être brûlé, entre guillemets, malheureusement, vieux politicien. Je suis pas si sûr que ça qui est bien placé. Puis, j'irais même jusqu'à dire qu'il y a, tu sais, si Marie-Christine a mentionné le fait qu'on le dépeint à tort, puis je suis convaincu que c'est à tort comme misogyne, ben c'est grave. Puis que des gens de son propre parti le définissent comme ça, c'est super grave. Puis il serait vraiment pas aussi bien placé qu'on peut le penser, je pense, pour démissionner, puis après proposer cette structure-là, c'est revenir en arrière, c'est un gros commitment. Tu sais, Québec solidaire a créé un précédent avec une structure de co-porte-parole. De revenir en arrière, ce serait vraiment, vraiment surprenant. Puis dernière chose, qu'on dise que c'est une crise ou que c'est pas une crise, pour moi, c'est très grave pour Québec solidaire. Si j'étais un membre de Québec solidaire, je serais extrêmement déçu de la situation parce que moi, je le vois comme étant c'est quasiment sûr à 100% que Québec solidaire va pas faire des gros gains électoraux en 2026. Parce que là, ils ont beaucoup, beaucoup de choses à préparer, de trouver, ils ont perdu énormément d'argent dans leur campagne
pour trouver quelqu'un. Émilie le Sartérien comme Ils porte-parole. perdent du temps Là, il faut qu'il repasse ce processus-là, qu'il retrouve quelqu'un, qu'il faut redonner de la visibilité. C'est énormément de ressources financières, mais aussi de ressources de temps. Puis là, c'est comme si, tu sais, Québec solidaire montait, 2018, c'était super bon pour eux autres, petit plafonnement, puis là, moi, je vois vraiment pas Québec solidaire comme étant une option réelle, alternative pour 2026. Puis moi, si j'étais un membre de Québec solidaire aujourd'hui, je serais extrêmement déçu. Fait que si c'est pas une crise, je sais pas ce que c'est, mais c'est très, très grave pour le parti, je pense. Ronnie, tu lèves la main, après ça, on va aller faire un tour vers Farnell parce que je pense que on a eu tout un tour, ça va être intéressant de voir ce que ça l'a suscité. Ouais, mais QS a un problème, en fait, c'est que en 2018 et 2022, ils ont réussi à mettre des enjeux de l'avant. En 2018, ils ont mis l'environnement de l'avant. La CAQ n'a pas parlé du tout d'environnement pendant la campagne 2018. Puis après la campagne, grâce à QS, le gouvernement Legault a fait « Ah ben oui, l'environnement, c'est important sur nous, regardez nos idées. » Ensuite, en 2022, ça a été le logement. QS a mis vraiment le logement de l'avant. Puis c'est on peut vraiment attribuer à Québec solidaire une partie de la reluisance de l'enjeu du logement au Québec en ce moment. C'est eux qui ont beaucoup contribué à le mettre de l'avant. Mais là, de nos jours, on dirait qu'ils ne savent plus sur quel pied danser. La souveraineté remonte avec le PQ, qui est rendu à la tête des sondages. Et ils ont aussi le risque de peut-être se faire doubler par la gauche aussi, hein, au niveau de est-ce que le PQ va prendre des positions plus à gauche? Est-ce que le PLQ va prendre des positions du centre-gauche selon qui leur chef va être? Ben, QS aura comme juste cette étiquette un peu de parti un peu qu'on qualifie souvent d'extrémiste, de pressé, de soit tu penses comme Puis là, moi, on va soit dire maintenant le parti de la chicane. On va laisser exactement. au PQ. C'est ça. Donc, je pense que QS a ce problème-là qu'ils savent un peu plus sur quel pied danser. Et en allant, comme j'ai dit, vers l'élection de 2026, ils vont devoir se trouver une raison d'être parce que sinon, les membres vont juste s'en aller. Il y a du monde qui sont membres de QS qui ne sont pas nécessairement souverainistes, mais qui adhèrent aux idées. Ben, si le parti n'a pas de position claire sur l'identité québécoise, sur la souveraineté ou sur les enjeux, parce qu'ils sont trop occupés à se chicaner entre eux, ben à ce moment-là, le parti n'a plus vraiment sa raison d'être. Gabriel Nadeau-Dubois ou non, ça sert à quoi? C'est quoi l'utilité de Québec solidaire de nos jours? C'est ça la question qu'il faut se poser. Puis que des figures importantes quittent, c'est quelque chose, mais que si les électeurs commencent à quitter, les électeurs, mettons, solidaires mous, appelons-les comme ça, commencent à quitter parce qu'il y a d'autres options actuellement, ils ne seront pas plus avancés. Farnell? Moi, je dis ralentissons un peu, là. Rappelons-nous où on est dans le cycle électoral présentement, puis commençons pas à parler de 2026 comme si c'était des certitudes. Là. 2026, c'est dans 2 ans. 2 ans, c'est une éternité en politique. Regardez le PQ, il était où il y a 6 mois? C'est 4 fois plus longtemps que ça. Puis là, on est en train de parler, on est en train de faire des hypothèses de ça va être quoi les goûts des électeurs dans 2 ans quand le Parti libéral n'a pas de chef. Québec solidaire est en train de faire leur croisée des chemins. On n'est même pas capable de s'assurer que des gros ministres de la CAQ sont prêts à dire qu'ils vont être là jusqu'à la fin de leur mandat. Yeah. Relaxons un peu, là. C'est le temps maintenant pour qu'un parti comme Québec solidaire fasse sa grosse refonte. Ils ont en masse de temps de se reconstruire après, selon la structure qu'ils vont se donner. Parler d'une crise, je pense pas que c'est adéquat. C'est un gros questionnement qui est clairement en train de se faire de façon très publique. Le soleil est un très beau désinfectant. Ouais. Donnons la chance aux coureurs. Là. Commençons pas à dire les dés sont joués pour 2026 quand on n'est même pas capable de prédire ça va être quoi la température la semaine prochaine. Moi, je trouve ça intéressant parce que j'ai un passé au PQ, puis ça, c'était un spin au PQ. Quand on se chicanait au PQ, on disait « Non, on est un parti de débat ». Fait que là, je ne sais pas. Là, c'est rendu le nouveau spin de QS. Ah non, c'est positif, on débat. Je ne suis pas sûr que c'est nécessairement réellement positif. Mais Marie, est-ce que justement, là, le fameux Conseil national, parce que tu voulais nous en parler aussi, là, qui s'en vient, est un moment tournant, justement, pour redonner une twist, là, comme Farnell nous relancer ça, puis nous... Tout à fait, parce qu'il y a un travail de fond qui se fait pour la refonte des statuts et autres, justement pour voir ça. Et ça se faisait avant la démission de Catherine Dorion, ça s'est accéléré avec la démission de Catherine Dorion. Et là, on vient de changer en 6e. Donc, il y a la présidente et la directrice générale qui travaillent en tandem, qui sont 2 femmes en passant. Donc, il y a un travail de fond qui se fait. Mais je pense, et je suis d'accord avec Jérémy, qu'il ne faut pas sous-estimer
qu'il y a de vives tensions à l'interne et j'ai pas l'impression que la situation de Gabriel Nadeau-Dubois en ce moment, elle est solide ou qu'il est dans une situation avantageuse. Et j'ai l'impression que s'il part, il y aura d'autres départs également. Christine Labrie s'est faite interroger à savoir si elle allait se représenter. Elle a dit « Je m'engage à respecter le rôle de porte-parole par intérim jusqu'à la fin. Je vais faire ce mandat-là. » Il faut se rappeler qu'en 2025, c'est les municipales. La mairesse de Sherbrooke ne se représente pas. A-t-elle des visées sur la mairie de Sherbrooke? Ça la rapprocherait de sa famille. C'est une femme de tête. Donc, il y a beaucoup d'inconnus. Farnell a raison à cet égard-là. C'est 4 éternités avant les prochaines élections. Non, mais je pense, par exemple, que la situation, elle est très grave et que le travail de fond devra livrer des résultats. C'est possible que le prochain Conseil national soit un moment qui peut justement faire une relance? Est-ce qu'ils sont prêts à l'avoir? Est-ce qu'ils sont prêts à l'avoir, ce débat-là de fond en pleine lumière important? Et aussi, tu sais, je double ma question. Est-ce que Gabriel Nadeau-Dubois est encore rendrait pas plus service à son parti en quittant? Ah non, mais comme tu as vu, là, la lettre des 80 personnes qui l'ont appuyé, là, c'est pas monsieur, madame, tout le monde. Là. Il y a Ludwig Montquin-Baudry, Nica Deslauriers qui était l'ancienne présidente, Gaëtan Chateauneuf, Stéphane Tellen. C'est tout du monde que quand tu connais Québec solidaire, qui sont impliqués respectivement dans leur coin, qui sont des membres influents de Québec solidaire. Donc, je ne pense pas que Gabriel Nadeau-Dubois qui quitte en ce moment, ça ferait des gagnants. Moi, je vois pas de gagnants en ce moment, là. Ni la bande de Catherine Dorion, ni la bande de Gabriel. Je ne vois que des perdants. La bande de Catherine Dorion, est-ce que Catherine Dorion veut devenir chef de Québec solidaire? Non, je pense qu'elle s'est brûlée les ailes et peut-être qu'elle n'a pas vu l'impact qu'elle a eu du temps qu'elle était au Parlement. Je vous donne un exemple très concret. Dans son livre, elle parle d'un discours qu'elle a été obligée de faire dans ses premiers discours. Et ce discours-là, c'était son discours sur la solitude. Un des moments les plus marquants que j'ai vécu au Parlement. Ce discours-là me reste encore gravé dans la tête. Mais sur le moment, je pense qu'elle n'a pas vu l'impact de ce discours-là. Il a spiné un temps, puis il est comme tombé pour elle dans le néant après. Sauf que ça l'a semé des graines dans le cœur de beaucoup de monde. Et ça, c'est le pouvoir souple, le pouvoir doux. On ne peut pas vraiment mesurer l'impact de ce pouvoir-là. Donc, ça peut mener des fois à la frustration. Mais elle a eu quand même un impact de son passage au Parlement. Ronnie? Oui, Catherine Dorion a eu un impact, on ne peut pas le nier, mais si elle voulait devenir chef, je trouverais ça extrêmement hypocrite de sa part, considérant qu'elle a critiqué vertement les institutions dans lesquelles les chefs de parti doivent faire leur quotidien. L'Assemblée nationale, elle a carrément dépeint l'Assemblée nationale comme une institution archaïque, inutile. J'ai trouvé ça carrément insultant, la façon dont elle a parlé du travail de parlementaire. C'est quasiment comme si elle était pas reconnaissante d'avoir eu la chance d'occuper ce poste-là. Puis moi, c'est quelqu'un que j'ai trouvé qui était capable d'apporter des débats positifs, puis quand elle le voulait, mais j'ai trouvé qu'elle est rapidement tombée dans un peu la victimisation, puis le dire de « Ah, c'est moi la victime de ça, ça. » Le système parlementaire fonctionne comme il fonctionne. Il faut savoir le naviguer et c'est pas tout le monde qui est capable. Puis elle a réalisé ça qu'elle n'était pas capable et elle a quitté, mais après de quitter en lançant de la boue au système parlementaire, puis un peu en insultant le travail des gens qui travaillent. Puis ses collègues de Québec solidaire aujourd'hui, Alexandra Zaga-Mendez, Aaron Boisy, Gabriel Nadeau-Dubois, ils travaillent vraiment fort. Je les vois, là, les élus de Québec solidaire, ils sont bons en commission parlementaire. Ils sont bons au Parlement. Gabriel Nadeau-Dubois, c'est probablement le meilleur orateur politicien au Québec. C'est probablement la personne qui est capable de plus agacer M. Legault en période de questions parce qu'il y a toujours les questions qui piquent, il y a toujours les bonnes questions. Je pense pas que Québec solidaire peut se permettre de se passer de quelqu'un comme Gabriel Nadeau-Dubois en ce moment. Mais là, on est-tu rendu là? On est-tu rendu dans la question la gang à Catherine versus la gang à Gabriel? Je pense pas que la gang à Catherine a vraiment un rôle à jouer là-dedans. Elle s'est mis out d'elle-même, puis c'est comme fini pour ça. Je pense pas qu'il y a des ficelles qui sont tirées de l'extérieur. Ouais, moi, je pourrais pas parler de ça. Faudrait demander à Marie-Christine, mais je pense question pour Marie, ouais. Mais
on peut juste nommer qu'Émilie avait soutenu Catherine quand Catherine est partie. Ils sont proches. Je sais que plusieurs collaborateurs ensemble. Je pense pas que Catherine tire des ficelles. Je pense qu'il y a juste une communauté de pensée, une communauté d'intérêt qui se fait d'office. Mais ça serait plus en ce sens-là que je verrais un impact encore. Puis, mais c'est ça l'affaire. Le problème, c'est que si on joue la game de la gang à Catherine contre la gang à Gabrielle, Québec solidaire en ressort uniquement perdant. La gauche ne progresse pas. Je veux dire, pour monsieur, madame qui ne sont pas nécessairement à gauche, ils regardent ça, ça les rebute au même titre que quand le PQ faisait ça, c'était rebutant. Et c'est pas un débat d'idées en ce moment. Je ne vois pas l'intérêt de jouer dans ce jeu-là. Je pense qu'il y a des débats de fond qu'on doit faire, notamment la posture face à un système qu'on veut changer pour un parti en système. Mais lorsqu'on est sur ce débat-là, on sort de la personnification. Et là, on est dans la personnification et c'est ça le problème. Écoutez, je savais que ça allait déclencher un peu plus les passions, ce sujet-là, que la fin du monde. Désolé, Farnell, mais je vous propose qu'on poursuive. Mais prenez-le pas mal si, dans le montage final, on n'a pas tous les sujets, parce que je pense qu'on tient quelque chose d'intéressant. Donc, je vais poursuivre. Je sais que Jérémy, je t'ai vu prendre beaucoup de notes. Tu as des trucs à ajouter. Farnell, je t'ai vu lever la main. Allons-y avec Farnell. Jérémy, garde tes notes pas loin. Ça va être à toi tout de suite après. On t'écoute, Farnell. Je veux juste noter de la façon que nous-mêmes, on décide d'en parler présentement. Je détecte peut-être du détritus. Quand on parle de gang à Catherine, gang à Gabrielle, je sais pas, là, je sais pas comment ça marche à l'intérieur, mais ne démonisons pas des débats d'idées comme étant des débats de personnalité. C'est parfaitement normal qu'il y ait des débats d'idées, des débats de direction de fond dans n'importe quel parti, et c'est normal que des gens s'alignent à une idée ou l'autre. C'est normal que les gens se rassemblent autour de leurs idées. Ça veut pas dire qu'ils sont en train de se former des gangs puis qu'il y a des qui sont en train de se faire tirer, là. Si on veut être le plus honnête possible, je pense qu'il ne faut pas sauter à ce genre de conclusion-là. Faisons très attention à la façon qu'on en parle. Je ne dis pas ça que c'est ça qu'on est en train de faire, mais on est en train de parler comme si c'était ça qu'on était. Mais je suis bien à l'aise. Puis, excuse-moi, Fernand, parce que c'était l'une de mes prochaines questions. Est-ce que les engagés publics, en quelque sorte, à quelque part, comme balado politique, et justement que je te dirais qu'il y a des opposants à Québec solidaire ici qui regardent ça en mangeant du popcorn, là, toute la crise que vous dites que c'est pas tout à fait une crise. Je n'irais pas jusqu'à dire que je serais de ceux-là. Mais est-ce qu'on contribue à ce détritus-là, même dans un balado comme ça, qui on sait est écouté par les geeks de politique? Je l'ai dit au début, hein, j'ai parlé à nos... est-ce qu'on a un peu un rôle à jouer de ce côté-là? Ben moi, je nous invite tous à ne pas y participer. Pourquoi? Ben, parce que je pense pas que ça améliore la qualité du débat public. Je pense pas que ça améliore... C'est un débat public qui se réduit à un débat entre moi, je suis dans ta gang ou moi, je suis pas dans ta gang. C'est plus un débat public, là. On n'est plus en train d'avoir une discussion intelligente. On est en train de se lancer des tomates. Moi, ça m'intéresse pas de participer à ça. Jérémy? Ben là, je sais plus de quoi exactement on parle. Parce que moi, quand je parle de Québec solidaire, je dis pas, genre, mon but, c'est pas de chier sur Québec solidaire. Là, si on me demande mon opinion sur qu'est-ce qui se passe avec Québec solidaire, je la donne objectivement. Puis moi, Québec solidaire, c'est un parti que je respecte pour la simple et bonne raison que c'est un parti souverainiste. Si on pense ici que j'ai lancé des tomates, ou pas moi, ou Ronnie, ou Marie-Christine, ou Denis, ou n'importe qui, pourrait être moi. on est en train de lancer des tomates, je pense pas que c'est ça qu'on est en train de faire. Mais oui, mais je suis d'accord avec le point, Farnell. Faudrait pas, ce serait dommage de participer au fait de chier sur un parti, au même titre qu'on pourrait le faire sur les conservateurs, par exemple, ou les libéraux. Des fois, on a déjà parlé en mal des libéraux ici aux engagés publics. Puis des fois, ben, c'est du Parti québécois à l'époque où ça allait vraiment mal pour le PQ. Ce que je voulais dire, Denis, dans les petites notes que j'ai dit, c'est que oui, moi, je suis 100% d'accord avec le fait que 2 ans en politique, c'est long, mais de la manière dont moi, je le vois, c'est qu'on avait un scénario avant où Québec solidaire avait deux co-porte-parole, puis on a un scénario maintenant où on a un seul co-porte-parole. Toutes choses étant égales par ailleurs, moi, si j'étais membre de Québec solidaire, je préférais la situation où Émilie Lessard-Terrien était encore là. En termes de momentum, en termes de futures non-dépenses attribuées à une future campagne pour trouver un deuxième co-porte-parole. Fait que si j'étais membre de Québec solidaire, moi je fais le parallèle sans même en compte avec Pierre-Carl Pelado qui est élu chef du PQ en 2015, je pense en 2016 qu'il s'en va, puis tout le monde au PQ en 2016, on était tous comme c'est la merde.
on a juste 2 ans pour rebâtir quelque chose. Puis là, finalement, Jean-François Lisée est arrivé, puis je pense qu'ils sont tombés à 10 ou 11 députés. Mais bref, il y avait encore 2 ans entre l'élection, mais c'était quand même la merde à partir de là pour le Parti québécois, parce qu'on a perdu un momentum de 2014 à 2016 pour pouvoir recommencer à zéro de 2016 à 2018. Après, est-ce que les dés sont lancés pour Québec solidaire? Vraiment pas. Il peut se passer plein de choses. Effectivement, 2 ans en politique, c'est long. Mais si j'incarnais Denis Québec solidaire, c'est sûr que je préférais le scénario où Émilise Lessard-Terrien était encore là, puis qu'on avance dans cette direction. Dans l'harmonie. Plutôt que de recommencer, en fait. Farnell, tantôt, ton point, je pense que c'est un peu ce que ça touche, c'est je pense que c'est un peu heurté par le phénomène du Schadenfreude, de la joie que ça pourrait amener chez les opposants de voir justement qu'il y a une bisbille chez Québec solidaire. Mais je pense que les questions sont quand même les questions sont légitimes. C'est intéressant comme sujet à savoir. Puis tu sais, quand on pose la question à savoir est-ce qu'il y aurait conflit je pense que tu as raison. On peut se semer à quelque part, mais est-ce qu'on doit s'en priver? Est-ce que cette discussion-là ne mérite pas quand même d'avoir lieu? Parce que je pense pas qu'on le fasse dans un dessein de destruction ou de justement souhaiter un mal. C'est sûr qu'il y a de la partisanerie en politique, puis les gens qui nous écoutent l'ont tous, je pense, vécu et ressenti en nous écoutant aujourd'hui. Il y a différents... on a des gens qui nous écoutent. D'ailleurs, regardez, on a toutes les allégeances qui sont réunies ici. Donc, c'est la même chose chez nos auditeurs. Est-ce que ce phénomène-là n'est pas plutôt dans l'oreille de l'auditeur plutôt que dans le propos de celui qui l'amène? Première chose, j'accuse personne de malice ici. Je pense que quand je dis qu'il faut faire attention à ne pas réduire les débats d'idées à des conflits de personnalité, c'est que juste à la façon qu'on en parle, on n'est pas en train de parler, par exemple, est-ce que Québec solidaire devrait être un parti de gouvernement ou est-ce que Québec solidaire devrait être l'aile parlementaire d'un mouvement social qui dépasse l'Assemblée nationale? C'est ça le débat. C'est pas Catherine Dorion versus Gabriel Nadeau-Dubois, c'est deux visions fondamentalement différentes. Et participer à cette discussion-là, je pense, est beaucoup plus intéressante, beaucoup plus enrichissante pour une discussion civile utile que l'instinct, puis je dis c'est l'instinct, c'est un biais cognitif sûrement de vouloir réduire des idées à des personnes. La façon qu'on en parle, c'est facile de tomber dans la réduction à la personne. Je nous encourage à essayer de rester dans les idées. C'est quoi l'avenir de Québec solidaire? Pas c'est qui l'avenir de Québec solidaire? C'est quoi l'avenir de Québec solidaire, Marie? Oui, juste avant, je suis tellement contente que tu aies dit ce commentaire-là, Farnell, parce qu'effectivement, on le faisait à certains égards, mais sans le vouloir. Fait qu'il y a un volet quand même qui n'est pas volontaire, mais qui c'est quand même la stratégie du détritus. Si on ajoute à ça des actes volontaires parfois, on peut voir comment ça peut facilement devenir insidieux. Mais oui, tout à fait, il faut parler de la suite, il faut parler de la démocratie, il faut parler, est-ce qu'on croit aux institutions politiques? Est-ce qu'on pense que des places comme l'Assemblée nationale ont encore leur pertinence ou est-ce qu'on est dans une game populiste? Moi, quand je vois ce qui se passe aux États-Unis où l'État de droit est attaqué de manière frontale par Donald Trump, quand je vois la démocratie reculer partout sur la planète, je me range du côté de ceux qui défendent nos institutions et des réformistes, si on veut. Mais c'est pas mal plus effectivement porteur d'aborder ces enjeux-là. Mais si on était dans cette optique-là, on aurait pu le faire tout en gardant notre poste au sein, par exemple, Émilise ou Catherine. Elles auraient pu, sur la place publique, garder leur poste et aborder ces débats-là. Mm-hmm. Mais les conflits humains étant ce qu'ils sont, on a de la misère à les gérer, ça nous impacte, ça nous fatigue et on finit par quitter. Et c'est en ce sens-là que je voulais amener l'aspect détritus parce que ça nous empêche justement, entre personnes du même camp, d'avoir réellement ces débats-là de manière sereine, respectueuse et que ça n'empêche pas qu'on soit quand même des camarades, comme ils s'appellent à Québec solidaire. Et voilà. Ben, souhaitons-leur. On va être obligé de passer à un autre sujet parce que on a déjà dépassé le temps de beaucoup. J'aimerais quand même entendre nos deux autres amis avec leur chronique, avec leur sujet. On va passer maintenant à Jérémy qui voulait nous parler. Jérémy, lui, qui est Francis Drouin, en fait, qui a traité Frédéric Lacroix d'extrémiste et de plein de marde. Ouais. Donc, vas-y, on t'écoute, Jay. Là, je vais probablement, dans le fond,
donner raison à Farnell, parce que là, si je dis de la merde sur lui en ce moment, mais je suis vraiment en train de personnifier ça. Mais en même temps, On je s'en ne sais pas sort comment pas. faire autrement. Florent Là, Farnell nous explique comment nous en sortir. Parle je des sais pas idées. comment c'est ça. En faire autrement, parce que là, c'est ça. En gros, pour faire rapidement, parce que oui, le temps passe, Denis. Francis Drouin, c'est un député franco-ontarien en Ontario qui est en commission, pas en commission parlementaire, mais en espèce de comité des langues, je sais pas quoi. Il y a plusieurs comités à Ottawa. Puis, il y avait un invité qui s'appelle Frédéric Lacroix qui a écrit un livre il y a quelques années, Pourquoi la loi 101 est un échec, puis qui parle du fait français au Québec, de sa place et de son avenir. Puis bref, il a été invité, il a juste exposé ses idées, non seulement ses idées, mais le fruit de ses recherches. C'est un chercheur indépendant qui amenait justement le fait suivant, que le fait de comment je peux dire ça, le fait de, en tant que francophone, poursuivre ses études postsecondaires dans un cégep anglophone et ou université anglophone, ça amenait une corrélation. Il y avait un lien de cause à effet par un facteur de 12 avec l'idée de s'angliciser et donc par le fait même dans une espèce de cercle vicieux, entre guillemets, là, plus tes contacts vont être en anglais, ton futur travail risque d'être en anglais. Fait que c'est vraiment une question de probabilité ici. Puis bref, il a présenté ça. Le franco-ontarien, qui est le député Francis Drouin, s'est senti un peu attaqué en ce sens-là parce qu'évidemment, lui, même s'il travaille en anglais puis qu'il est allé dans une université anglophone, il parle quand même français, oui, mais bref, c'est pas ça le point. Bref, il a traité de plein de marde. C'est vraiment, vraiment pas quelque chose qui se fait en politique en général. Je pense qu'on est tous d'accord pour ça. Puis là, ça fait des chicanes de est-ce qu'il devrait démissionner de son poste de... Il est quoi? Il est président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, fait que c'est encore plus ironique. Puis bref, ça fait de la marde à ce niveau-là pour quelqu'un qui a traité quelqu'un de plein de marde pour justement discuter de la place du français et de son avenir au Québec, qui, soit dit en passant, est constamment, genre, là, peut-être que vous n'allez pas être d'accord avec moi, là, mais moi, j'assume à 100% l'idée puis le fait de dire que le fait français au Québec est constamment en danger, même si c'est plate d'utiliser ce mot-là, juste de par le fait qu'on est dans un Amérique du Nord anglophone, dans un Canada majoritairement anglophone, dans un monde où la langue de discussion, la langue des échanges, la langue du commerce, du voyage, des négociations, la langue de l'argent, c'est l'anglais. Fait qu'à partir de là, si on prend, pour moi, acte de ça, le Québec a constamment à travailler pour pouvoir protéger son français, son fait français qui est en soi une diversité culturelle en Amérique du Nord, qu'on devrait être fier. Puis après d'observer des affaires comme ça, ben moi, ça me frustre. Pour ça, j'en parle. En même temps, je veux pas trop personnifier ça. Ouais, mais je suis compris là. Je vais nous amener sur une piste par rapport à tout ça. Premièrement, est-ce que dans un contexte comme celui-là, puis Farnell, je vais te passer la parole parce que j'ai vu une de tes chroniques dans laquelle tu expliques le principe d'une façon assez intéressante. Justement, tu nous ramènes sur le terrain des idées en expliquant un peu que le système est un peu mal conçu pour permettre de défendre les minorités linguistiques, entre autres, au Canada. Donc, moi, à ce moment-là, j'ai envie qu'on voit un peu qu'est-ce qu'il y en est du système, puis pourquoi le Canada nous amène toujours dans des systèmes qui, justement, qui créent de l'antagonie, je ne sais pas si on peut le dire de même, antagoniste. Donc, j'ai cette impression-là, j'aimerais que tu nous l'amènes. Puis justement, est-ce que M. Drouin ne serait pas tombé dans le piège en y allant d'attaque personnelle, justement, de quitter le terrain des idées, puis que ça a complètement desservi son objectif, Farnell? Ben, je vais rester dans les idées parce que ce que Jérémy approche, je ne peux qu'être d'accord. Le français est... On a une responsabilité constante de le maintenir au Québec. Mais qu'est-ce qu'il y en est pour, je veux dire, si on dit que le français est sous menace constante au Québec, le français, est-ce qu'il n'est pas menacé en Ontario? Encore plus, je pense. Et puis, c'est là qu'on arrive à justement, pourquoi est-ce qu'un franco-ontarien a réagi avec autant d'hostilité à un commentaire comme de quoi des institutions anglophones au Québec soit un problème. C'est quand même bizarre, là. Mais il y a une raison pour ça, puis c'est que derrière ça, la façon que la Constitution canadienne, que la loi sur les langues officielles, que plein d'autres lois fédérales sont conçues avec un principe de symétrie entre les droits linguistiques. Donc, chaque fois que le Québec fait un gain pour la protection du français en réduisant la portée des institutions anglophones au Québec, le miroir de ça,
par le principe de la symétrie, c'est que toutes les autres provinces canadiennes gagnent des pouvoirs pour renforcer l'anglais et réduire les pouvoirs de leurs institutions francophones. Alors, si tu es un franco-ontarien, chaque gain du Québec pour la protection du français, ça vient te piquer dans le dos. Ça vient te faire mal. Et c'est ça qui mène à cette situation-là. Je ne sais pas si M. Drouin a conceptualisé ce problème-là, qui met constamment les francophones québécois en opposition aux francophones du reste du Canada. Mais je pense que le problème, là où le bas blesse, c'est là. Et au lieu de s'en prendre à des institutions de cette façon-là, faut être capable. Ça, c'est difficile à faire. Il faut prendre un pas de recul. Il faut regarder autour de nous. Il faut regarder le système dans lequel on évolue et voir pourquoi que des gens qui devraient avoir leurs intérêts alignés agissent de façon où leurs intérêts ne sont pas alignés. Puis selon moi, le problème, il est là. Je pense que ce serait beaucoup plus utile, beaucoup plus efficace que tous les acteurs francophones politiques du Canada réalisent que c'est ça leur problème et militent en faveur d'une modification du régime de symétrie pour reconnaître la réalité que le français en Amérique du Nord n'est pas du tout dans un même contexte que l'anglais. Ronnie, parce que c'est un territoire que tu as quitté récemment, j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Puis tu peux même en profiter pour intégrer un peu ton sujet parce que ça se pourrait qu'on n'ait pas le temps de le traiter. Oui, bien sûr. Ben, moi, ce que je voulais parler, en fait, c'est la partisanerie grandissante là, au fédéral. Mais pour parler de Francis rapidement, je m'appelle Francis parce que c'était mon secrétaire parlementaire quand je travaillais à l'agriculture. C'est un élu, tu sais, je doute pas de sa passion pour protéger le français. Il est président de l'APF. Tu ne deviens pas président de l'APF si tu t'en fous du français. Je pense que c'est quelqu'un qui est. C'est que j'y connais deux passions à cet élu-là, c'est l'agriculture et la francophonie. Je pense que c'est les deux choses qu'il garde en politique. Puis, tu sais, si on revient au projet de loi C13, pour bondir ce que Farnell disait, c'était vraiment un débat intéressant parce que M. Drouin s'était d'ailleurs emporté contre ses collègues du Québec, les anglophones, qui disaient on ne peut pas adopter cette loi-là parce que ça renforce pas assez les droits de la minorité anglophone au Québec. Et c'est de là qu'on voit un peu cette symétrie de laquelle Farnell parle, c'est-à-dire que le fait que le français soit renforcé dans le reste du Canada et au Québec par le projet de loi C13, les anglophones disaient aussi OK, mais qu'est-ce qu'on donne aux anglophones en même temps? Donc, on voit un peu ce débat et M. Drouin avait dit assez, c'est assez à ses propres collègues libéraux anglophones du Canada. Bon, pour ce qui est de ce qui est arrivé en commission, je pense que M. Drouin, effectivement, Farnell touche à quelque chose, était agacé qu'on vienne encore lui dire que les institutions anglophones sont un problème au Québec et qu'en renforçant le français au Québec, on va diminuer le poids de la francophonie à l'extérieur du Canada, à l'extérieur du Québec, pardon. Donc, les propos sont inacceptables. Évidemment, il était très antiparlementaire, mais on peut comprendre un peu pourquoi il s'est emporté à ce point-là. Mais ce qui est curieux, c'est que c'est un parlementaire d'expérience. Ça fait 8 ans qu'il est élu, 9 ans. Il sait que c'était pas permis. Je ne sais pas s'il a fait ça justement pour peut-être avoir de l'attention. Et ça m'amène à mon sujet, c'est-à-dire la période de questions, les comités, c'est devenu des places où on s'emporte, où soit on insulte, où on crie, où on déchire sa chemise, et après on va prendre une clip, on va le mettre sur les médias sociaux. Et M. Drouin était bien parti. Avant de dire plein de marde, tout ça, il était vraiment bien parti. Et ça leur a honnêtement fait une belle clip pour lui, du moins, parce qu'il questionnait les chercheurs. Mais dès qu'il a dit plein de marde, il s'est complètement délégitimisé parce que, contrairement, par exemple, aux conservateurs, lui est au gouvernement, lui est respecté, ça fait 8 ans qu'il est élu, il est secrétaire parlementaire, donc il doit montrer l'exemple un petit peu plus que les autres. Et je pense qu'il s'est vraiment décrédibilisé en allant là, en insultant. On le voit d'ailleurs, il a tout de suite retiré ses propos. Il a dit « Oh my God, je suis désolé, j'aurais pas dû dire ça. » Il a essayé de se racheter tout de suite, mais le mal était déjà fait. Ouais. Donc, venant d'un élu d'expérience, venant d'un élu que moi, je respecte beaucoup, que j'ai eu la chance de côtoyer, j'ai trouvé ça vraiment curieux là, qu'il aille vraiment vers l'insulte. Puis c'est vraiment dommage parce que le débat était intéressant. Marie, est-ce que tu avais un point que tu voulais amener sur ce sujet-là? Ben, c'est très intéressant ce que Ronnie dit, là, justement, moi particulièrement sur la partisanerie grandissante. Effectivement, là, il y a eu une question que pour attirer l'attention, tu n'as pas le choix des fois d'aller chercher les petits clips. Je pense que dans ce cas-ci, c'était plus émotionnel qu'autre chose, mais peut-être aussi que la partisanerie, elle découle
des problèmes de nos structures parlementaires, notamment du fait que peut-être que M. Drouin était tanné et fatigué parce que les travaux traînaient en longueur. Je les ai pas suivis, mais pour avoir connu la réalité de la Chambre des communes à Ottawa, des fois ça peut s'éterniser, des fois ça peut être laborieux, il y a de la partisanerie de part et d'autre, c'est pas efficace. On a plein d'autres choses à traîner. Plus c'est retardé, plus ça a des impacts concrets. Tout ça, ça mène à de la partisanerie, ce n'est pas efficace. On est très, très loin de Montesquieu avec le gouvernement efficace qui est capable de gouverner en responsabilité et l'opposition éclairée qui a une valeur à ajouter et la possibilité de l'apporter. On est très loin de ça en ce moment. Jay, voulais-tu revenir sur ton sujet? C'est quand ton sujet après tout? Ouais, ben, ça, 2 petites choses. Je pourrais en parler longtemps. J'adore parler de toutes ces affaires-là. Puis Vas-y. c'est poche, on est très limité dans le temps. Mais Oui, je sais, c'est non, les je suis formats. je suis pas 100% d'accord avec toi, René, dans la mesure où je pense pas qu'il était à ce point-là bien parti pour son intervention. Il parlait aussi, il a pas juste traité Frédéric Lacroix de plein de mal, il disait que c'est des propos extrémistes. Il a dit que les propos, donc la recherche scientifique d'un chercheur indépendant qui travaille sur des données de Statistique Canada, qui met en avant une recherche scientifique, qui met non seulement de l'avant une corrélation, mais un lien de cause à effet entre le fait d'étudier dans les études postsecondaires en anglais et le fait de s'angliciser sur le long terme à Montréal, ça, c'était extrémiste pour lui. Moi, je pense qu'il a juste mal interprété la chose, qu'il a pris un peu personnel, puis qu'il s'est dit, moi, je suis allé dans une université anglophone et je suis encore capable de parler français. Les gens qui s'en vont étudier dans une université anglophone au Québec sont probablement encore capables de parler français. Je suis persuadé que c'est possiblement le cas pour ceux qui sont bilingues. Mais l'enjeu n'est pas là. L'enjeu, c'est que si tu t'en vas étudier dans une université anglophone, pour l'avoir vécu, moi, à titre d'étudiant en économie ou à HEC Montréal, c'est un handicap parler français. Genre, moi, mes revues de littérature, pas parler français, je veux dire, mais comme étudiant en français, ça me ferme des portes. Je l'ai fait par choix consciemment. Même mes revues de littérature dans mes projets de recherche économique, c'est tout en anglais, genre. Il faut que, il y a pas de, il n'y a pas de recherche francophone à un certain niveau de recherche où on était rendu dans nos cours. Tout se fait en anglais. Puis comme je fais la traduction pour pouvoir adapter mes travaux en français, parce que je le fais par choix au Québec. Fait que c'est rendu à un certain niveau un handicap, c'est super malheureux. Puis moi, je veux participer à justement l'effervescence de la francophonie en Amérique du Nord. Puis j'en suis fier. Puis je suis persuadé que c'est la même chose pour tout le monde, notamment toi, René. Puis la dernière chose que je voulais dire, c'est que j'aime vraiment pas ça, ce discours-là de hey, c'est vraiment pas cool pour la minorité francophone. Puis tu sais, comme je comprends tout l'enjeu du régime d'asymétrie ou de symétrie des langues, puis que ça devrait être changé justement, mais moi, je pense pour vrai que la meilleure façon de protéger n'importe quelle minorité francophone au Canada ou en Amérique du Nord, c'est de créer le premier État francophone en Amérique du Nord et de faire en sorte que le Québec soit un pays où la langue officielle ce soit le français. Parce qu'à partir du moment où les communautés francophones en Ontario, en Saskatchewan, au Manitoba ou n'importe où au Canada ont comme allié un pays et non une province, je pense que ça va être beaucoup plus bénéfique pour eux. Fait qu'ils nous mettent en victime comme étant « Hey, c'est pas, je veux nous délaisser parce que blablabla ». Moi, si j'étais un franco-ontarien, je préférerais avoir un État francophone qu'une province francophone à mes côtés. Qu'est-ce que ça t'inspire, Ronnie? Ben, je pense que ce que Jérémy dit, c'est. Je comprends qu'il ne faut pas nécessairement entretenir ce discours, mais il y a quand même une réalité à considérer, c'est que ce que Farnell a dit, c'est quand même pertinent, c'est que effectivement, quand le Québec fait un gain, les autres provinces vont vouloir faire un gain aussi, et malheureusement, le gain se fait au détriment des minorités francophones. On se rappelle là, de la lutte pour le combat pour l'université francophone en Ontario. Le gouvernement fédéral, à ce moment-là, a mis son poids derrière les francophones de l'Ontario pour les aider à obtenir gain de cause contre le gouvernement Ford. Ben, c'est un peu la même chose que le fédéral, selon moi, devrait faire plus et contribuer à aider les francophones au Québec. Je pense que le fédéral n'est pas obligé d'être un ennemi de la francophonie au Québec, puis il ne faut pas nécessairement le dépeindre comme ça. Puis moi, pour avoir été à McGill, je côtoyais beaucoup de Français, de francophones. J'écrivais dans un journal étudiant en français, le seul d'ailleurs de l'Université McGill en français. Ben, en fait, excuse-moi, c'est juste que quand on se met à raconter ce genre de truc-là, j'ai l'impression des fois que c'est un peu anecdotique par rapport à la réalité que Jérémy nous exposait, puis ce que les chefs nous disent aussi. C'est pas parce que je connais quelqu'un que ça... Non, c'est certain, mais je veux dire, le français était beaucoup plus présent à McGill que ce que moi, je m'attendais
quand je suis rentré à McGill, puis j'ai même été surpris de la chose. J'avais le droit de rédiger tous mes travaux en français que je voulais. J'avais le droit, j'avais beaucoup de lectures en français aussi. Donc, c'est pas nécessairement deux mondes qui peuvent pas coexister, mais je suis d'accord en tant que Québécois, en tant qu'enfant de la loi 101, que le français devrait être prédominant, puis qu'on devrait le protéger, puis qu'on devrait tout faire, mais ça devrait pas se faire au détriment des minorités linguistiques au Québec, comme au reste Mais du Canada. est-ce qu'à ce moment-là, cette fameuse symétrie-là devient une problématique qui, justement, fait qu'il n'y a pas moyen de trouver un équilibre et un terrain d'entente et un contentement collectif, là, tu sais? Est-ce que c'est pas justement le système lui-même auquel on doit s'attaquer dans un contexte comme celui-là? Parce que j'ai l'impression que c'est toujours ce qu'on retrouve quand on est dans cette espèce de système canadien-là qui a toutes sortes de systèmes, de mécanismes pour trouver justement des équilibres, défendre des minorités et ainsi de suite, faire une place à tout le monde, c'est qu'on arrive tout le temps au constat que finalement que ça marche pas. Ça marche pas parce qu'on voit encore une fois que c'est dans sa façon de fonctionner que la problématique surgit, tu sais. Oui, Farnell, vas-y. Faisons attention quand on dit que quelque chose ne marche pas. Je veux dire, il y a des places dans le monde où vraiment, là, ça... Oups. Oui, je suis trop. C'est ça. Faisons attention quand on dit que quelque chose ne marche pas. Il y a des places dans le monde où vraiment là, les pays ne marchent pas. OK, qu'il y a de quoi corriger, qu'il y a de quoi améliorer. Oui, mais écoute, qu'il y a de quoi améliorer. Montre-moi un système humain qui n'a rien amélioré. Je vais être au paradis. Là, ça n'existe pas, ça. Nous, entre nous, des gens qui sont hyper branchés, qui sont conscients de la Constitution, qui sont là-dedans, essentiellement, je dirais ceux qui ont le heureux problème de ne pas avoir des problèmes plus sérieux. Pour nous, c'est important, mais la Fédération canadienne, pour son bien ou son mal, livre quand même un État très fonctionnel qui garde plein de gens en très bonne situation. Disons pas que ça marche pas. Oh, mais attends, c'est parce que le propos, c'était sur la langue. C'est que là, tu nous l'opposes au fonctionnement global. Puis c'est pas le point. On n'est pas en train de dire que le Canada fonctionne pas pour se permettre une vie épanouie économiquement ou autre. C'est pas de ça qu'on parle. On parle quand même d'un enjeu vital pour une nation qui est sa langue. Puis, oh merde, c'est dommage, on te perd. T'avais disparu pendant un moment. Je suis retour. Oui. Donc, qui est un élément vital pour cette nation-là, puis qui, dans un contexte où, justement, deux pays pourraient très bien offrir la même prestation au point de vue de la qualité de vie, des droits de l'homme et compagnie, est-ce qu'à ce moment-là, cette solution-là serait pas aussi à envisager, tu sais, pour justement s'assurer qu'on va améliorer la situation des minorités et justement de la survie de la langue pour l'ensemble. Parce que, à un moment donné, c'est parce que le point est là, Farnell, c'est que année après année, depuis des dizaines d'années, on ne constate qu'une dégradation. Fait qu'à un moment donné, c'est quoi la solution? Ça serait-tu, justement, puis là, je reviens sur le terrain d'indépendance. Je pose la question, puis là, j'ai plein d'indépendantistes ici. Je sais que je viens de restarter un débat, puis on n'a plus de temps. Mais je n'aurais jamais dû faire ça. Mais là, il faut quand même que je vous laisse réagir à ce que je viens de dire. Farnell, premièrement, parce que là, je t'interpellais. Si on veut protéger le français, on parle souvent de protéger le français. On est tous d'accord que le français, c'est une bonne chose. Moi, faire la promotion du français, c'est rare qu'on fait la promotion d'une langue quand on la parle juste chez nous. Si on veut faire la promotion du français, faisons la promotion du français. Si on parle toujours de la défense du français, moi, j'ai jamais vu quelqu'un gagner un match de hockey en jouant à la défense tout le long. Les New Jersey avec la trappe. C'est une blague, continue. Bon, en tout cas, tu comprends ce que je veux dire. Je suis d'accord que le système actuel est imparfait. Le système va toujours être imparfait. Mais pourquoi se priver de nos alliés naturels à travers le Canada qui, eux, ont encore plus à gagner? Et en plus, eux, ils ont la carte à jouer qui est écrite dans la Constitution, qui sont des minorités. Pourquoi se séparer de ces gens-là puis les laisser à l'abandon pour qu'on puisse continuer à jouer un jeu défensif quand l'Allemand recule en Allemagne, l'Italien recule en Italie, le Japonais recule au Japon. À la même vitesse? Imaginons pas qu'on va magiquement régler un problème local au Québec quand la situation arrive. On parle pas de magie, on parle d'aller chercher des outils. Marie, qu'est-ce que tu en penses? Ben oui, c'est sûr que c'est d'aller chercher les outils, mais moi, je pense, mettons, aux Franco qui sont aux États-Unis, la réalité est quand même
différentes. Les rapports qu'on a avec eux sont différents aussi parce que ça peut être fait davantage d'égal à égal plutôt que des intérêts contradictoires et en opposition. On le dit, c'est ça, voilà. le problème avec la symétrie, c'est que ça oppose la défense du français avec la défense des minorités francophones au Canada. Alors qu'au Québec, il y a quand même le volet culturel qui vient avec la langue qui s'ajoute. Le contexte n'est pas le même parce qu'on l'a nommé, on est dans une mer anglophone. Donc, il y a plusieurs trucs qui pointent vers l'asymétrie. Et ça, c'est un mythe qu'on nous a quand même parlé, il me semble, ces dernières années. Je suis pas bien au fait là, des dernières jurisprudences à cet égard, mais il me semble que ça commence tranquillement, pas vite, à s'imposer, mais ça tarde. Et on doit le reconnaître que justement, la minorité anglophone et francophone n'est pas dans le même contexte. Et moi, je pense que c'est simplement l'idée d'être capable d'accueillir avec une langue officielle, mais une ouverture sur les autres, forcément. C'est ça qu'on veut. On veut pas... Moi, je pense que la défense du français, c'est aussi de s'opposer à l'hégémonie d'une seule langue. Donc, c'est aussi d'impliquer les langues autochtones dans ce débat-là. Aussi. Jérémy, tu es en train de te casser les doigts tellement que tu as envie de réagir. Je te vois depuis tantôt. Puis malheureusement, ça va être la dernière intervention pour ce soir. Après ça, on va se laisser, chers auditeurs et chers panélistes. Vas-y, il ne faut pas me laisser la dernière intervention parce que là, je vais me gâter. Là. Ben non, c'est pas. Vas-y, on t'écoute. Ouais, gâte-toi et Andrés. C'est juste que moi, j'adhère vraiment pas. C'est comme si dans ma tête, je décroche complètement à partir du moment où on amène ce postulat-là qu'on utilise le mot défendre ou protéger ou promouvoir, utilisez le mot que vous voulez, ça, le français, promouvoir le français. À partir du moment où on dit que quand on fait la promotion du français, on délaisse puis on abandonne nos concitoyens, nos cousins francophones du reste du Canada. Moi, je décroche complètement. Genre, j'ai jamais fait le choix, moi, d'abandonner des concitoyens francophones dans le Canada. Moi, je fais le simple choix de vouloir promouvoir une langue qui, si on le fait pas, va tranquillement disparaître au fil des générations. Fait que moi, je veux promouvoir le français, je veux le vivre, je veux le travailler, j'en suis fier, je trouve ça beau, c'est une diversité culturelle. Mais quand je fais ce choix-là, jamais je fais le choix d'abandonner d'autres francophones en Ontario. Moi, je suis fier qu'il y ait d'autres francophones au Canada. Moi, je suis content qu'il y en ait d'autres. J'aimerais bien qu'il y en ait plus. Mais je décroche complètement quand on vient associer le fait de défendre le français à abandonner les communautés francophones au Canada parce qu'à mon sens, la grande majorité des Québécois qui veulent défendre le français, comme ils ne sont vraiment pas dans ce combat-là d'abandonner les autres. Au contraire, ils se disent que c'est comme j'ai dit juste tantôt, ça va être une bonne chose pour n'importe quel francophone en Amérique du Nord de pouvoir se dire « Ah, c'est le fun, il y a un État francophone, le pays du Québec, qui est une nation indépendante où la langue officielle, c'est le français. » Où les partenariats peuvent aussi être possibles. Écoute, je peux pas laisser, puis je m'excuse, Jay, de t'occuper comme ça, parce que là, je me sentirais mal d'avoir terminé ça sur deux souverainistes, alors que moi-même, j'arrête pas de... On a des défenseurs ici, quand même, qui sont pas tout à fait d'accord avec ce qu'on est en train de dire, puis je pense que je vais quand même vous offrir la possibilité de... Ça va être vous, finalement, qui allez avoir le dernier mot, parce que je pense que le débat le demande. Farnell? Mais moi, ce que je propose, c'est que défendre le français, ça veut dire défendre le français partout au Canada. C'est juste ça. Parfait. René? Ouais. Puis je suis 100% d'accord avec ça. Excuse Denis, mais défendre le français au Québec, ça ne vient pas en opposition avec ne pas défendre le français au Canada. Je suis totalement d'accord. Fait qu'on s'entend. Je suis d'accord aussi. Fait que je sais pas. Pas nécessairement quelque chose de si grand à ajouter, mais. Il y a juste des souverainistes. Non, mais je pense juste que, tu sais, comme Farnell dit, défendre. Le Québec doit être fier de ses liens avec les autres francophones, puis je pense qu'on peut, au contraire, les élever vers quelque chose, venir les soutenir. Au sein de la Confédération? Pardon? Et la Confédération sera un outil là-dedans? Oui, la Confédération sera un outil, absolument. Je pense que si tous les francophones se mettaient ensemble et demandaient plus de droits pour la francophonie canadienne, je pense qu'on serait beaucoup... S'il y avait une représentation unie de tous les francophones du pays envers le gouvernement fédéral, je pense qu'on aurait beaucoup plus, on avancerait beaucoup plus que si les franco-albertains, les franco-manitobains, les franco-saskois militent de leur bord et les Québécois de l'autre. Je pense qu'il y a vraiment une possibilité de... c'est pas pour rien que Jean-François Roberge est ministre de la francophonie canadienne, c'est pas pour rien, on le considère,
allons un petit peu plus loin Hey. avec ça, puis créons une alliance. Tu m'offres la possibilité de faire un beau lien en terminant. Jean-François Roberge, qu'on a reçu ici dans le studio des engagés publics dernièrement. Donc, restez à l'écoute dans les prochaines semaines, chers auditeurs. On va avoir Jean-François Roberge avec nous. Merci beaucoup tout le monde. Je suis un peu déchiré parce que j'ai l'impression que... on a tout un petit peu mordu dans un citron là, en se terminant, qu'on aurait aimé pouvoir poursuivre ça parce que c'est pas complètement satisfaisant. Je suis certain que vous avez le même sentiment à la maison, mais c'est pas grave. On va se reprendre dans le cadre d'un autre engagé public. C'est aussi le risque de débattre comme ça, surtout dans le cadre d'un format. Moi, personnellement, j'ai quand même trouvé ça fascinant. Je pense qu'il y a beaucoup d'idées qui ont été amenées, des rappels, toutes sortes d'éléments aujourd'hui qui sont stimulants et qui sont intéressants. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été présent. Merci beaucoup Farnel Morissette d'être encore une fois prêté au jeu avec nous. Ça fait plaisir. Merci à vous d'avoir participé aussi. Merci Jérémy de ta participation. Merci à vous autres. Très, très le fun. Marie-Christine, encore une fois, des super interventions. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Ronnie, merci pour ton retour. Très heureux d'être de retour parmi vous. Merci tout le monde, puis merci aussi à la maison d'avoir été à l'écoute. Je sais que c'est des épisodes que vous aimez beaucoup. On a souvent des commentaires suite à des épisodes comme ça où tout le monde est réuni. D'ailleurs, un des commentaires qui m'a beaucoup touché d'un auditeur, c'était 4. L'autre fois, c'était quoi? Non, c'était gang-là, je les écouterais pendant 4 heures. Donc, c'est pour nous tous ce commentaire-là. Moi, je suis plus capable d'aller sur ma vue de groupe. Bon, voilà. Problème technique en terminant. On a eu des problèmes techniques en cours de route aussi. Donc, encore une fois, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et on se retrouve pour un prochain épisode.